Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 164e Citrep sur la Syrie et sur la Palestine en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous nos chers internautes bonjour à tous. Très vite, on démarre sur une nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bons moments de solidarité, parce que je voudrais remercier aussi tout le monde qui a exprimé à l'occasion du Nouvel An et à l'occasion de Noël sa solidarité avec le peuple palestinien dans des manifestations importantes qui ont eu lieu dans les lieux où d'habitude on va voir les feux d'artifice, hein, et que la Palestine a été présente pratiquement dans toutes les capitales du monde avec ce feu d'artifice, hein, qui marque le passage d'une année à l'autre, hein, et qui marque toute la douleur qu'on peut avoir face à un massacre, hein, à un génocide qui se fait et qui se déroule sous nos yeux, avec le rejet et l'horreur de 153 pays dans le monde, hein, qui ont exprimé leur refus de ce génocide et la nécessité d'un cessez-le-feu ou d'un arrêt de l'agression, qui a été empêché donc par les États-Unis et les 10 pays qui sont sous sa coupelle, dont la France malheureusement et l'Allemagne et l'Angleterre. Et les peuples dans ces pays-là, ils n'ont pas manqué non plus à leur rendez-vous pour exprimer la solidarité avec le peuple palestinien. Les Champs-Élysées ont été couverts de drapeaux palestiniens à minuit, comme tout un tas d'autres pays. Donc, je vous salue, je salue votre solidarité, je salue votre sens de l'humanité. Nous souhaitons à tout le monde un monde plus juste et plus, qui est plus humain, plus juste dans cette année 2024. Moi, je suis persuadée que cette année va être la fin de toutes ces, en tout cas le début de la fin de toutes ces horreurs dans le monde. Alors, on va faire une petite rétrospective de l'année 2023, mais tout d'abord, je voudrais parler d'un fait marquant qui fait la une de l'actualité aujourd'hui même. C'est l'assassinat cette nuit du numéro 2 du Hamas, Saleh Amouri, à Beyrouth. Désolé pour ma prononciation à la française. Donc il a été tué par drone dans son appartement, dans un quartier qui est un quartier historiquement contrôlé par le Hezbollah, si je ne me trompe pas. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de cet assassinat? Un crime abject des Israéliens, d'ailleurs, qu'ils n'ont jamais osé, ils n'ont même pas osé le revendiquer, hein, mais maintenant, aujourd'hui, les rapports des Américains montrent bien ils disent que ce sont les Israéliens qui ont mené cet attentat, un vil attentat abject, hein, contre un appartement dans la banlieue de Beyrouth, dans la banlieue sud de Beyrouth, hein, qui a visé cet appartement. En fait, c'est drones et missiles aussi à distance. Et donc, qui a visé exactement cet appartement et qui a fait qu'en résultat, il y a eu le décès de Salah al-Arouri, qui est le numéro 2 de Hamas, et d'autres compagnons de Kataib al-Qassam qui étaient avec lui, des deux dirigeants de Kataib al-Qassam et des hauts cadres de la résistance, hein. Donc, en tout, 4 personnes, plus Salah al-Arouri, qui a
qui est mort en martyr, en fait, et qui est un des dirigeants les plus brillants, je pourrais dire, au niveau de de la résistance palestinienne, enfin de Hamas. Il était membre de Fatah aussi et de Hamas, donc c'est un des artisans de Kataib al-Qassam, du mouvement Kataib al-Qassam, et c'est un des artisans aussi, un grand artisan, je dirais, d'un rapprochement, du rapprochement important entre les différentes factions palestiniennes pour une unité nationale. Donc, c'est une grande perte, mais on peut dire aux Israéliens, si par ces attentats et par ces assassinats ciblés des dirigeants de la résistance, ils pensent qu'ils peuvent tuer la résistance ou ils peuvent arrêter la résistance du peuple palestinien. Ils se mettent un doigt dans l'œil jusqu'au coude, et car ça ne fait qu'augmenter la détermination du peuple palestinien, la détermination de toutes les organisations palestiniennes à se serrer les coudes et à être de plus en plus combatifs pour en finir avec cette occupation, cette ville occupation qui n'a fait que trop durer depuis 75 ans. Donc aujourd'hui, comment dire, nous disons à tout le peuple palestinien et à tous ses dirigeants, cet assassinat, il ne vous touche pas vous seulement, il touche tous les peuples libres du monde et tous les peuples qui aspirent à la liberté et qui aspirent à un monde sans hégémonie et sans colonialisme. Bon, ils sont touchés par cet assassinat, mais ça ne fait qu'augmenter notre solidarité avec le peuple palestinien, ça ne fait qu'augmenter notre unité avec eux, tous les peuples libres du monde. Et nous pensons que l'année 2024 va voir une nouvelle déjà qui s'était profilée en 2023 par différents événements. Sachez quand même que 2024 là va couronner un certain nombre d'initiatives qui ont commencé l'année dernière. Enfin l'année dernière 2023. Déjà donc cette procédure de plainte contre le gouvernement israélien qui a été déposée par un ensemble d'avocats du monde et ajouté à des pays libres aussi, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud, au Conseil, à la Cour de justice internationale, et qu'elle va traiter ce dossier déjà, désormais, très vite, vers le 10-11 janvier. Donc déjà un début, je dirais, de sanctions contre les Israéliens. Je voudrais rappeler aussi qu'en ce début de janvier 2024, hein, l'Algérie va faire partie aussi du Conseil de sécurité. Donc c'est aussi un point très important, puisqu'il est important déjà de commencer aussi à réformer ces structures de l'ONU qui ne sont pas du tout représentatives du monde et qui doivent l'être. Hein. Il y a beaucoup de pays qui sont privés de l'expression dans ces instances et dans ces structures de l'ONU. Ils s'expriment à l'Assemblée générale, mais qui n'a qu'un titre consultatif. Mais le Conseil de sécurité, c'est un appareil exécutif, je dirais, de l'organisation générale de l'ONU. Donc, là aussi, il va y avoir du changement. Nous avons aussi vu quand même qu'il y a, en 2023, il y a eu aussi cette ébauche, je dirais, de changement mondial par l'avènement des pays du BRICS,
qui ont pris une importance de plus en plus grande par rapport sur le plan économique déjà, et sur le plan politique, hein, et sur le plan de la dédollarisation. Oui, Donc en fait, on peut préciser vas-y. également qu'ils ont entamé une procédure d'ouverture, parce que c'était un club entre guillemets assez privé où il y avait le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Donc 5 pays seulement, même si ces 5 pays étaient de gros Ils pays. étaient 11. Ouais, ouais. Et là maintenant, effectivement, il y en a 6 nouveaux qui sont sur le point d'y rentrer. En tout cas, le Mm, processus de leur adhésion est lancé, si j'ai bien compris. mm, Peut-être que ce sera ratifié l'année prochaine, justement en 2024. Je ne connais pas les procédures exactes des mhm, arcanes des BRICS, mais toujours est-il que mm. ces 6 pays, on peut les mentionner. Ce sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, et puis il y Et en a l'Algérie. l'Algérie Ah, l'Algérie, et non, elle est l'Argentine. candidate, hein. Et Euh, l'Argentine, L'Argentine, je crois, exactement. si je ne me trompe pas. Voilà, Mm, mm. à vérifier, mais en gros, ce sont ces 6 pays-là. Et donc c'est vraiment c'est un fait notable par rapport au poids Mhm. que prennent les BRICS dans la géopolitique mondiale. Oui, parce que en fait, ces pays représentent quand même un grand pourcentage de l'économie mondiale maintenant, en fait, parce qu'avant, c'était le G7, en fait, qui voulait représenter effectivement la plus grosse part de l'économie mondiale et qui comporte les pays occidentaux, en fait, avec les États-Unis. Pour être précis, c'est même pas le Ouais, G7, hein. D'ailleurs, ouais, c'était le Les Américains G20. étaient malins. Les Américains, quand ils avaient besoin d'avoir avec eux la Chine et la Russie, ils faisaient le G20 ou le G12. Et quand ils avaient besoin d'être sans la Chine et la Russie, ils faisaient le G5 ou le G7 ou le G8 ou le... Voilà, donc c'est un peu à la carte. C'est un jeu, c'est un jeu géographiquement modulable. Exactement. Voilà. Non, mais maintenant, aujourd'hui, on sait quand même que les BRICS représentent 80% de l'économie mondiale. Tout à fait. Entre le produit brut, les matières premières de l'énergie, etc., c'est quand même un poids qui est non négligeable. Voilà. Alors, pour Euh, revenir sur le déroulé de Ça, l'année c'est un fait qui a marqué quand même 2023, hein, Tout c'est à fait, sûr. tout à fait. Mm, D'ailleurs, pour parler d'une des conséquences de ce fait qui a été immédiate, mm. voire concomitante, c'est le rapprochement spectaculaire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine. Absolument, absolument. Et ça, c'est quelque chose de très important euh, qui a changé aussi la donne du conflit dans notre région, dans le Moyen-Orient, puisque les Américains voulaient toujours que les pays arabes puissent prendre l'Iran comme étant leur ennemi à la place d'Israël, en fait, et puis que Israël serait leur ami. Ils ont aussi entamé tout un tas de procédures de rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël, et puis les Émirats arabes unis et Israël, Bahreïn et Israël. Rappelez-vous de cette scène où Trump figurait au milieu entre d'un côté Netanyahou et de l'autre côté le premier ministre bahreïni et puis de l'autre côté le premier ministre émirati ou le roi ou le prince etc. Donc là, là effectivement ils ont préparé le terrain pour qu'il y ait des accords ou une intégration d'Israël dans l'économie du Moyen-Orient. J'ajoute quand même que Bahreïn et les Émirats jouent un rôle important dans cette intégration. Je dirais même dans la trahison de la cause palestinienne. Ils ont été champions, mais n'empêche que hier, le Koweït, qui a réuni aussi son cabinet et qui ont pris un certain nombre de mesures aussi à l'encontre d'Israël par rapport à ce génocide qui se déroule donc à Gaza, qui était très important, non seulement de boycott, mais aussi de les traduire en justice et puis de traduire donc l'État israélien en justice.
pour le génocide, etc. Donc, en fait, des décisions de 15 articles, 14 articles, je crois, et qui vont tout à fait dans le sens du soutien de la résistance palestinienne et puis de la condamnation et du boycott des Israéliens et puis de la rupture économique avec tout, pas seulement avec les Israéliens, mais aussi avec toutes les compagnies qui traitent avec Israël pendant cette période et avec donc et, 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 euh, et donc ça c'est quelque chose de très important puisque le boycott est quelque chose que craignent énormément les Israéliens d'une part, d'autre part, après la perte de presque 60 milliards de dollars dus à leur agression contre les Gazaouis entre le 7 octobre et aujourd'hui. Donc là, c'est vrai que les voix s'élèvent pour, même à l'intérieur même de cet État fantoche, hein, et les voix s'élèvent pour qu'il y ait un arrêt de la guerre qui commence à coûter cher, qui a coûté très cher à Israël et qui coûte d'ailleurs très cher aux contribuables américains qui soutient Israël malgré lui par une décision de Biden d'un soutien indéfectible à l'État fantoche d'Israël. Donc, on voit aussi même des voix qui s'élèvent au sein de l'entité, au sein des États-Unis, différents partis, différentes forces politiques qui aussi, qui de plus en plus haussent le ton et haussent la voix contre le soutien, ce soutien systématique à l'État fantoche d'Israël, non seulement parce qu'il ne rend plus aucun service économique, ça d'une part, mais que d'autre part, donc des voix différentes, à la fois de grands industriels, à la fois du peuple, à la fois. Donc, il y a des gens qui sont effectivement horrifiés par les horreurs qui sont menées par cet État, par le génocide en fait mené par cet État en Palestine. Et ça, c'est l'aspect composante populaire, je dirais, mais aussi les industriels qui sont horrifiés par le coût que ça coûte aux États-Unis de soutenir un État comme celui-ci qui n'est que en fait destructeur et destructeur de l'argent qui est donné, destructeur des munitions et des armes, etc. Et il n'arrive à faire aucune victoire ou aucun plus positif pour eux, pour les États-Unis. Il faut quand même rappeler qu'il y a un pont aérien qui est tenu entre les États-Unis et Israël, qui transporte de plus en plus, qui transporte tout le temps des munitions et des armes, mais des munitions qui sont de plus en plus lourdes, donc des bombes d'une tonne et de 10 tonnes qui sont déversées sur cette contrée de Gaza, qui sont déversées sur les civils, qui provoquent de plus en plus de dégâts, des armes interdites comme les bombes à phosphore, les armes encore ou les bombes à fragmentation qui sont encore utilisées et tous les jours à Gaza. Donc, ils se mettent contre les lois internationales de tous les côtés et sans remporter la moindre victoire ni la moindre positivité, je dirais, le moindre acquis. À ce point d'ailleurs, Mhm. excuse-moi juste 2 secondes, je voudrais préciser, à ce point, c'est la raison pour laquelle ils sont allés jusqu'aux assassinats de dirigeants qui sont en dehors de la Palestine et donc une agression contre le Liban, en fait, réellement, pour essayer de se trouver un semblant
de victoire ou un semblant de succès dans cette guerre qui est menée contre la résistance palestinienne à Gaza. Alors, tu as mentionné l'Iran comme, Mm. méchant, méchant à la place d'Israël, comme essaie de le présenter Les les Américains. États-Unis, les Américains, tout à fait. Ouais, pardon. Il me semble, mais je peux me tromper, que si 2024, 2023 donc, a vu effectivement donc, le conflit en Palestine remplacer sur le devant de la scène médiatique le conflit en Ukraine, il me semble qu'en 2024, les médias occidentaux vont vraiment essayer de mettre l'accent sur l'Iran. Et on le voit déjà maintenant. C'est-à-dire que dès qu'ils parlent du Hezbollah, dès qu'ils parlent du Hamas, dès qu'ils parlent des Houthis au Yémen ou des Yéménites, à chaque fois ils mentionnent l'Iran. L'Iran derrière, l'Iran derrière. Ils le faisaient déjà, mais j'ai l'impression que cette musique prend de l'ampleur et qu'ils vont essayer d'amplifier cette musique. 2024, on verra si 2024 me donne raison ou pas. Toujours est-il que l'Iran effectivement est mentionné. Et alors, fait nouveau dans le soutien à la résistance palestinienne, on avait l'habitude du soutien du Hezbollah, du soutien de la Syrie, du soutien de l'Iran. De Niamey Un fait très aussi. nouveau en 2023, c'est l'entrée en action de manière fracassante, je dirais, et avec un certain succès, de la résistance yéménite. Est-ce que tu peux, et pas que, enfin, c'est pas que la résistance yéménite, tu vas nous expliquer plus en détail. Alors, moi, ce que je voulais dire sur cette question, effectivement, il y a comment dire, une nouvelle organisation, je dirais, de la résistance par rapport aussi à l'axe de la résistance, hein. La Mhm. résistance palestinienne a commencé à mener le combat son combat de libération, son combat de riposte contre des années de violence qui sont menées contre le peuple palestinien, qui ont été accentuées de cette dernière année, en fait, 2023, et les exactions contre les personnes, les arrestations, les tortures, etc., tout un tas de choses. Il faut quand même rappeler que la bande de Gaza est sous blocus aussi depuis 2007, hein, 2006. Depuis 2007 Et les marches, exactement, suite à des élections démocratiques auxquelles ont assisté a assisté à un conseil international qui a montré que c'était vraiment des élections démocratiques, etc. Et que le résultat des élections, c'était l'élection de Hamas, sur lequel les Israéliens et les Américains n'étaient pas contents, et ainsi que d'ailleurs la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., n'étaient pas contents. Donc il y a un blocus total depuis 2007 jusqu'à maintenant contre la bande de Gaza, où d'ailleurs ils ne font qu'avoir les vivres et les denrées nécessaires à leur vie que par le passage de Rafah, et ce au compte-gouttes, sachant que le passage de Rafah est contrôlé non seulement par l'Égypte, mais aussi par les Israéliens. Donc, il est important d'avoir cette vision et devant ses yeux ce paysage de Gaza, qui est une surface complètement limitée ou qui contient 2,7 millions de personnes et qui est toujours annexée à ces passages de denrées humanitaires, etc., qui passent par le passage de Rafah, et, et d'ailleurs entouré de grillages électrifiés, etc., plein de caméras et tout par l'État israélien, par l'État israélien fantoche d'occupation. Donc, c'est une prison, effectivement, mais c'est une prison à ciel ouvert. Donc, et puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas la première guerre que mène Israël contre Gaza. Il y a eu une agression terrible en 2008, ils ont recommencé en 2009, en 2011, en 2012, en 2014.
et là, il recommence. Donc, en 2019 aussi, la dernière été. Et donc, Donc, pour revenir voilà. aux opérations des Yéménites, donc en fait, ils gênent considérablement le trafic maritime qui passe au large de leur côte, puisqu'il y a une partie du trafic très importante, une partie du trafic, une grosse partie du trafic international qui passe par le canal de Suez et donc qui passe près des côtes yéménites. Et donc, voilà, ça gêne l'économie israélienne puisque c'est les navires israéliens Ça ou alors gêne les pas dents seulement. Ouais. et les denrées israéliennes ou ceux qui traitent avec Israël. Et les États-Unis et Israël ne savent pas trop comment répondre à ça. Les États-Unis ont monté une force internationale avec 10 pays, mais pour l'instant concrètement qui ne peut pas faire grand-chose. Voilà, est-ce que tu peux nous commenter? C'est vrai que c'est assez nouveau dans Dans l'alliance, cette dans le modus Dans cette operandi phase, de c'est l'alliance. important, oui. Il faut quand même aussi rappeler que le Yémen a été sous agression quand même, hein, de la part de l'Arabie saoudite et qui est devenu un peu le bras armé des Américains depuis 2015. Hein. Depuis 2015, les Américains attaquent le Yémen, hein. Donc une guerre sans merci par le biais des Émirats arabes unis, le biais de l'Arabie saoudite et d'Israël, qui participaient au bombardement systématique du Yémen Et la France a pour participé au le... blocus avec des navires de Absolument, guerre contre le Yémen. voilà, Donc, tout parce à qu'il y a fait. aussi en plus Oui, d'agressions mais militaires. La France fait partie de l'OTAN et elle obéit au doigt et à l'œil, quand même, il faut le savoir, aux États-Unis dans ses aventures militaires contre elle-même d'ailleurs et contre ses propres intérêts et contre les peuples de la région. Bien sûr. Donc, Bon, blocus alors moi je voudrais. avec famine très très importante au Yémen, il faut le rappeler. Euh, on n'en a pas du tout assez parlé dans les médias de ce qui s'est passé au Yémen. Absolument. On n'en a même pas parlé du tout dans les médias occidentaux de la guerre contre le Yémen. Mais en fait, donc, et malgré tout cela, la résistance yéménite en est sortie triomphante. Et c'est là aussi que le Yémen a récupéré la souveraineté de sa décision politique, hein. Et c'est là qu'ils prennent les décisions pour être aux côtés de la résistance palestinienne et où ils font effectivement tout ce qu'ils peuvent, hein, pour aider la résistance palestinienne. Je voudrais revenir quand même à l'axe de la résistance parce que il est important de voir que la résistance palestinienne n'est pas isolée, qu'elle est régulièrement non pas seulement soutenue, mais coordonnée aussi avec l'ensemble du front de la résistance des pays limitrophes, hein. Donc, le front, la résistance libanaise, hein, dirigée par le Hezbollah, la résistance irakienne dirigée par Al-Hashd al-Sha'bi, et puis la résistance aussi du peuple et de l'armée syrienne, qui d'ailleurs n'a pas arrêté de subir aussi, et puis surtout aussi par l'État syrien. Il faut quand même le dire, c'est très important. Depuis toujours, la résistance palestinienne a été soutenue et alimentée par l'État syrien, que depuis 2011, les États-Unis et l'OTAN cherchent à détruire, en fait, hein, par le soi-disant mouvement du printemps arabe, hein, et par le mouvement comment dire, euh, euh, en fait, en prenant des mercenaires qui sont du peuple syrien, en partie du peuple syrien, mais aussi des proxys, des mercenaires extérieurs. Donc, ils ont dépêché Daesh, ils ont dépêché Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham, etc. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont commencé par détruire l'ensemble des défenses de l'État syrien
qui sont aux frontières avec Israël, aux frontières du Golan, hein, et aux frontières sud de la Syrie, et aussi dans le nord, en occupant aussi les parties les plus vitales, je dirais, de la Syrie. C'est Idlib qui est le grenier de la Syrie, le sud qui est aux frontières avec Israël, mais qui est aussi la partie la plus fertile de la Syrie, le Hauran, les plaines de Hauran, et aussi donc la partie nord-est de la Syrie où se trouvent les puits de pétrole et qui est la partie la plus fertile aussi, qui est productrice de blé, de coton, de céréales, etc. Donc en fait, ce paysage, il faut le voir, donc il faut intégrer dans la vision du rôle israélien dans la région et donc les résistances qui se sont faites à cette pénétration, je dirais, coloniale, aussi bien en Syrie, en Irak, après la destruction de l'État irakien, aussi en 2003, mais maintenant l'Irak récupère sa santé et sa souveraineté progressivement. Il y a encore des bases américaines en Irak qui ont été d'ailleurs où le Parlement irakien a voté le retrait total de toutes ces bases déjà il y a 2 ans après l'assassinat du général Qasem Soleimani et Abu Mahdi el-Mohandes, en fait, qui était résistant du Hashd al-Sha'bi et chef du Hashd al-Sha'bi en Irak. Hein. Bon, et jusqu'à présent, ils sont toujours en train de dire oui, on va sortir, on est sorti, ils sortent par la porte et ils reviennent par la fenêtre et ils disent que ce ne sont que des forces de consultation, qui ne sont pas des bases militaires, etc. Bon, ceci dit, aujourd'hui, ces bases américaines, elles sont sous le feu de la résistance irakienne tous les jours depuis le 7 octobre, tant que l'agression contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie perdure. Donc ça, c'est un Effectivement, message très important. On le c'est voit, on le dit. le Hezbollah irakien, comme le nomment certains médias occidentaux, fait de plus en plus parler de lui. Il y a eu encore un article récemment dans Le Monde. Je mettrai un maximum d'articles en lien sous cette vidéo, évidemment, comme d'habitude, dans les sources. Pour Alors, avancer... Oui, je voudrais parler quand même au niveau de la résistance oui, libanaise. Il bien est sûr. important de voir que la résistance libanaise a aussi participé au soutien des Palestiniens, aussi de Gaza. Et ils le disent tout le temps, en fait, en s'attaquant d'abord à toutes les bases militaires qui se trouvent à la frontière sud du Liban, c'est-à-dire nord de la Palestine occupée. Donc, toutes les bases militaires ont été pratiquement aveuglées, selon le terme du Hezbollah, c'est-à-dire tous les appareils d'écoute, de surveillance, etc., ont été détruits. Ça d'abord, et puis après, il y a eu des tirs sur ces colonies aussi, puisque les Israéliens ont été obligés de vider toutes ces colonies. Les habitants refusent d'y revenir. Aujourd'hui, on a jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur de la Palestine occupée. Toutes les colonies sont complètement vidées. Il faut savoir que ces colonies ont été créées pour défendre l'État israélien, l'État d'Israël, mais qui sont donc à la frontière avec le Liban. Aujourd'hui, elles sont plutôt un point des bandes de vulnérabilité, je dirais, puisqu'ils sont vides. Et il y a eu des soldats qui venaient par là, mais qui ont été aussi attaqués par les forces de Hezbollah, donc ils refusent d'y revenir et les colons refusent d'y revenir.
mais il y a eu aussi des agressions en contrepartie, des agressions israéliennes contre des villages libanais. En fait, on sait qu'il y a eu quand même des, comment dire, des journalistes libanais qui ont été assassinés par les Israéliens alors qu'ils étaient à l'intérieur des terres libanaises. Ils répugnent rien, les Israéliens. Ils attaquent à tour de rôle. Ils ont attaqué hier en Syrie aussi les frontières sud à Daraa aussi, donc les frontières du Golan. Ils ont attaqué il y a quelques jours aussi dans la banlieue de Damas, et ils ont aussi assassiné un responsable iranien qui était un des camarades de Qasem Soleimani, qui était donc à Sedzena à Damas, en Syrie. Il a été tué et en fait monté en martyr. Ça, comment dire, les obsèques de ce personnage, comme comme le dirigeant Al-Arouri, deviennent aussi une occasion pour resserrer les liens entre les différentes parties de la résistance de tous les peuples de la région contre l'État d'Israël. Donc, voilà. Alors le dernier fait marquant que je souhaiterais que tu commentes, tu pourras en ajouter un ou deux si tu en vois d'autres évidemment, mais comme on souhaite commenter également l'actualité très récente en ce fin de site rep, ce serait bien qu'on clôt peut-être cette rétrospective géopolitique sur 2023. Et je voudrais revenir sur un terme que tu as employé, la dédollarisation. Parce que s'il y a bien quelque chose qui me semble assez important, qui était très notable à l'occasion de la guerre en Ukraine, mais qui ne s'est pas du tout démenti, bien au contraire, à l'occasion de la nouvelle guerre en Palestine, c'est effectivement le mouvement de dédollarisation. Et au-delà de ça, tu en as parlé, de la réforme de l'ONU qui s'esquisse, que certains pays souhaitent, notamment les pays des BRICS. Il y a eu une réunion en Iran, une réunion en Russie, pour préparer, pour parler et préparer. C'est des réunions très préparatoires, c'est très préliminaires. On n'en est pas du tout à écrire les règles de ce nouvel organisme, mais en tout cas, le souhait est là. Et c'est peut-être un des faits marquants de 2023, effectivement, c'est la perte de vitesse de l'Occident. Et finalement, l'Occident, Macron et Biden en tête, qui n'arrêtaient pas de dire Poutine est seul, mais finalement, eux, avec Bibi, avec Benjamin Netanyahu, c'est un peu eux qui se retrouvent seuls finalement. Seuls dans le concert des nations et seuls face à leur peuple. Pardon. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors la question de la dédollarisation, en fait, elle a commencé effectivement depuis déjà l'Organisation économique de Shanghai, à laquelle pas mal de pays se sont joints et continuent à se joindre. Et là, effectivement, après la guerre en Ukraine et l'abus que les Américains ont, avec lequel ils ont utilisé ce qu'ils appellent sanctions, en fait, contre les peuples qui lèvent la tête et qui veulent s'approprier leurs propres décisions et leur propre souveraineté, leurs décisions politiques et économiques. Et à partir du moment où ils ont imposé à tous les pays aussi de boycotter la Russie, de faire pression, de ne plus acheter d'énergie à la Russie, de ne plus. Et ça, c'était aussi contre leurs propres intérêts, contre leur propre peuple. On a vu comment c'était le cas en Angleterre, comment c'est le cas en France, l'augmentation du coût de la vie, du coût de l'énergie. Tout ceci pousse les pays à effectivement s'éloigner effectivement du dollar en tant que monnaie de référence, hein, d'une part, et monnaie d'échange. Ça, d'une part. Donc, il y a eu une nouvelle pratique qui a commencé à faire tâche. C'est la pratique d'échange avec les monnaies nationales locales. La Chine a commencé ceci avec l'Iran, elle a commencé aussi avec la Russie. Donc les échanges en monnaie locale d'une part
la constitution aussi d'une autre ligne de transaction, je dirais, parallèle à SWIFT, hein, qui permet aussi au peuple d'échanger en dehors comment dire, de cette application mondiale qui est aussi basée sur le dollar. Et puis aussi, donc, par la force des choses, les pays qui ont refusé d'appliquer, par exemple, de diminuer ou d'augmenter leur production de pétrole pour compenser le manque russe, de la même manière, etc. Bon, on a vu que même l'Arabie saoudite a refusé d'augmenter, même le Qatar qui a dit que je suis au maximum de ma production, je ne peux pas augmenter davantage, etc. Donc, c'est très important. Et puis, c'est très important quand même que l'OPEC devient l'OPEC Plus aussi et qui intègre la Russie en tant que pays producteur du pétrole. Et ça, c'est un facteur d'autonomie, je dirais, important de l'organisation elle-même quand elle intègre un grand pays comme la Russie. Mhm. Donc, tout ceci, effectivement, s'est passé en 2023, voire même un peu avant. Et ça a été vraiment consacré par la guerre euh, que mène l'OTAN contre la Russie par le biais de l'Ukraine. Mhm. Donc, et les pertes affichées, en fait, l'Ukraine, elle est en train de perdre tout. Comme on disait, de toute façon, les États-Unis combattent la Russie en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, l'Ukraine est en perte de vitesse et on voit arriver le moment où les Américains vont pousser les Ukrainiens à négocier à nouveau avec la Russie, qui n'a jamais d'ailleurs refusé de la discussion, la Russie, qu'ils ont même signé les accords de Minsk et que Angela Merkel comme Hollande ont dit que de toute façon on a signé, mais pour gagner du temps pour équiper l'Ukraine pour encore. Et donc là, ça a été mené depuis 2014. On sait quand même maintenant que depuis 2014, le coup d'État pro-américain qui a été mené en 2014 en Ukraine, dirigé par Victoria Noland, et puis à Al-Maïdan. On rappelle les événements d'Al-Maïdan qui ont eu lieu donc à ce moment-là. Donc tout ça, c'est maintenant, effectivement, donne ses fruits dans l'année 2023, où la Russie gagne du terrain, la Russie gagne aussi économiquement, gagne au niveau de sa monnaie. Sa monnaie n'a jamais été aussi forte que maintenant. Et en positionnement international, la Russie a redevenu aussi une grande force internationale qui traite de l'avenir du monde, hein, Mhm. il faut le dire. Donc Alors, ça, c'est important. Et puis, alors, en un 2023, dernier... pardon, Oui, pardon. il y a eu deux événements très marquants aussi peut-être en 2023 que tu pourrais commenter. C'est donc le retour des pays arabes à la Syrie, puisque la Syrie a participé donc à un sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite. Ah, Euh, et puis l'autre fait marquant, tout de même, mais qui rejoint ce dont on vient de dire sur la réforme de l'ONU à venir et l'élan vers plus de souveraineté d'un certain nombre de nations, c'est les coups d'État qu'il y a eu en Afrique. en Afrique, Les deux absolument. derniers cette année, notamment le Gabon et Le le Niger, Niger. le Gabon Et et le Mali. ce sont des faits notables. Je pense que quand on dresse un portrait de l'année 2023, c'est important Très peut-être important, de le rappeler. effectivement. Absolument. Absolument. Donc, effectivement. Alors, d'abord, il y a eu quand même, rappelons quand même, ce grand séisme qui a ravagé le nord de la Syrie et le sud de la Turquie aussi, en février 2023, et qui a fait des dizaines de milliers de morts et de maisons cassées, etc.
Et on se rappelle toujours de cette image du monde qui boycotte la Syrie et où il y a énormément d'activités d'aide au-dessus de la Turquie et un vide total au-dessus de la Syrie, parce que tous ces pays qui prétendent soutenir l'humanité, soutenir les efforts humains, etc., et qui parlent de démocratie quotidiennement, se gargarisent de ces beaux mots. Ils ont boycotté la Syrie, même l'aide humanitaire à la Syrie, pendant le grand séisme, refusant le matériel, refusant les aides, refusant d'ouvrir les frontières aux matériaux de construction, refusant. Donc, bien sûr, dans cette épreuve, se sont distingués nos frères arabes, d'abord nos amis algériens, nos frères algériens et irakiens, Mhm. qui ont très vite accouru à la rescousse du peuple syrien avec tous les moyens qu'ils ont. Nos amis cubains, il faut dire, et du Venezuela qui sont venus aussi parce qu'ils ont aussi et iraniens, il faut le Égyptien et dire, du Qatar aussi, je crois. et non, pas le Pardon. Qatar, Ah, pardon. les Émirats Arabes Unis. Ah, pardon. Mais il faut pas confondre. Allons-y par étapes parce que moi je Mhm. parlais des amis qui ont vraiment Oui, ceux qui fait étaient tout vraiment de suite, qui ont toujours été amis. tout de suite. Et puis après, il y a eu les Émirats Arabes Unis, il y a eu effectivement l'Égypte, mais après aussi un certain nombre de jours et puis de discussions. Mais et donc, voilà. Et par la suite, donc, l'Arabie Saoudite. Et en fait, suite à cet élan, je dirais, du cœur, hein, bon, bah, comment on peut dire, la glace a été rompue entre nos pays. Il faut dire la Jordanie aussi qui a des frontières immédiates avec la Syrie. La Jordanie aussi a envoyé des vivres et des aides à la Syrie. L'Algérie Donc, aussi a pas mal œuvré pour le retour de la Syrie dans le concert des nations et dans le concert des pays arabes, puisque le sommet de la Ligue arabe qui précédait celui de l'Arabie Saoudite a eu lieu à Alger, si je ne me trompe pas, exactement. et Alger a fait des pieds et des mains pour que la Syrie puisse y participer à ce précédent. Elle n'a pas réussi, mais a ouvert la voie finalement à ce que ça se fasse après. Je sais plus si c'était à Exactement. Alors, Riyad ou la Syrie, à Jeddah. effectivement, a été invitée au sommet arabe de préparation de cette réunion de la Ligue arabe. Mais en fait, il y a eu des messages effectivement, de solidarité avec le peuple syrien, etc. Mais pour la plupart, c'en est resté là, en fait. Bon, à Mhm. part les pays qui sont vraiment très proches, il y a eu un élan de reprise des relations et diplomatiques aussi avec la Syrie, donc la Tunisie, les Émirats arabes Oui, unis, bien sûr. un certain nombre. Ils ont réouvert leur Ambassade. ambassade en Syrie. Un élan des Italiens qu'il faut mentionner et c'est très important. Mhm. Donc voilà, il faut dire quand même que les relations de la Syrie avec l'Italie sont ancestrales quand même autour de la Méditerranée. Mais les Italiens ont été aussi très vite rappelés à l'ordre et puis bon, ça a été freiné. Bon, ça c'est un point important. Merci de le rappeler, Raphaël. Ce qui était très important aussi par la suite, c'est que il y a quand même peu à peu une transformation progressive, je dirais, des relations dans la région. Beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres, etc. Mais de toute façon, beaucoup de traités, des accords aussi qui sont signés, mais toujours bloqués par le blocus qui a repris et qui a été le mensonge américain et occidental sur le fait que les sanctions américaines ne touchent pas les denrées comment dire, de secours humanitaire, ne touchent pas ceci, ne touchent pas cela, c'est du mensonge total.
Et puis en fait, bon, bien sûr, peu à peu, les pays qui ont eu cet élan, bon, ont dû s'arrêter puisque le blocus a repris très fortement, je dirais, dès le mois d'août, puisqu'il a été en principe levé un petit peu pendant 6 mois, pendant quelques mois. Donc voilà, ça a été repris. Euh, la Syrie a assisté effectivement à la réunion de la Ligue arabe qui a affirmé que la question palestinienne est une question centrale pour l'ensemble de la nation arabe. Bon, c'est quelque chose de très important, mais il n'y a pas eu de suite de toute manière. Mais les relations ont repris avec la résistance palestinienne tout le temps, avec le Hamas notamment, aussi dans cette année-là, ou dans cette période, voire même avant un petit peu. Et donc, Hamas est revenu aussi à la Syrie, alors qu'ils étaient plus dans les mains de la Turquie et du Qatar, qui étaient les deux principaux fauteurs de troubles En Syrie. en Syrie, et qui continuent d'ailleurs à animer des forces terroristes dans le nord de la Syrie et qui continuent à occuper le nord de la Syrie. Donc, c'est l'Arabie, pardon, c'est la Turquie, donc à Idlib, et, et les États-Unis du côté de Hasakeh et du nord-est syrien, qui continuent à piller les ressources de la Syrie des deux côtés. En fait, dans les deux points les plus importants, il faut quand même rappeler qu'ils pillent aussi les céréales et les fruits, les arbres fruitiers, etc. Et ce qu'ils n'arrivent pas à piller, ils le détruisent par des incendies systématiques qu'ils envoyaient, qu'ils allumaient avec des drones qui sèment Des, le dro- feu. Voilà, des drones incendiaires. Alors, voilà. il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble, on a un certain nombre de points Alors, d'actualité à voir ensemble. Mais pour absolument. clore cette rétrospective, j'ai envie de dire que un autre fait marquant, et on en a parlé au dernier Citrep, c'est finalement Israël qui perd la guerre morale, qui perd la guerre médiatique à la face du monde. Il y avait cet article, cette étude israélienne qui montrait le flot, la flopée d'articles en défaveur d'Israël suite au conflit, hein, une tendance majeure suite à la guerre, à cette nouvelle guerre en Palestine. Euh, et ça va me permettre de faire la transition vers la liste de points qu'on voulait aborder avant de clore ce site rep, notamment cette interview que tu avais mentionnée en préparant cet entretien, une interview d'une figure du mouvement de ce ne sont pas des refusniks au sens du terme, mais enfin en tout cas des Israéliens qui refusent de faire le service militaire pour des raisons morales et qui sont prêts à aller en Mm. prison un mois ou deux. Et donc il y avait une interview d'une figure de ce mouvement sur France Inter, ce qui est très notable. Mhm. Effectivement. Alors là, je voudrais quand même effectivement ajouter le fait d'abord, c'est un fait marquant de 2023, cette agression israélienne Évidemment. féroce, féroce contre le peuple palestinien, que ce soit à Gaza, que ce soit en Cisjordanie, bien qu'on ne parle pas beaucoup de la Cisjordanie, parce que les horreurs qui sont faites à Gaza dépassent l'entendement de tout le monde, hein. Donc, et puis, donc, on en parle beaucoup plus, hein. Il faut dire quand même que on est au 88e jour, 89e jour aujourd'hui de guerre, en fait, que mènent les Israéliens contre une masse de population isolée, enfermée, qui n'ont rien, et ils ont coupé l'électricité, l'eau, le gaz, tous les moyens de passage des vivres aussi, et une population affamée, refroidie, avec des destructions immenses. Il y a plus de 55 000 maisons qui ont été détruites, pas des maisons, mais des immeubles.
Et imaginez les immeubles de 12 étages, de 15 étages, etc., le nombre de personnes qu'elles peuvent contenir, qui se retrouvent sans rien aujourd'hui face à un froid de canard qui avance, un hiver terrible qui avance dans la région. Les gens qui hier étaient dans leur maison, aujourd'hui se retrouvent sans rien dans la rue, à la rue. Ajoutez au fait les Israéliens qui mènent une guerre orientée contre les hôpitaux, comme si c'était des citadelles. Les hôpitaux, chose Tu, interdite par la loi internationale. tu parlais de l'hôpital de Jénine, Contre notamment très récemment, qui a été touché ou détruit, je je ne sais parle pas. de l'hôpital de Jénine. Attends, Entre je autres. parle Oui, bien de sûr. tous les hôpitaux de Gaza déjà. Mm. Et il y a eu des hôpitaux du nord, les hôpitaux du sud, Dar el-Shifa, tous les hôpitaux ont été détruits par l'agression israélienne contre Gaza. Et maintenant, ils s'attaquent aux hôpitaux dans la Cisjordanie, en fait. Donc, c'est assez incroyable quand même comment dire, dans la violation de toutes les règles, de toutes les lignes rouges qui sont mises en face, qui sont mises en place par l'humanité, par toutes les instances humanitaires et par toutes les organisations du monde, par la réglementation des guerres, etc. Ben là, ils ont tout violé, tout franchi et ils continuent. Ils tuent les détenus. Ils ont arrêté et humilié des civils de Gaza. Il les balade nus dans les rues. Il leur crache dessus. Il les tabasse, etc. C'est le comble de l'humiliation d'un tas de personnes qu'ils ont arrêtées en prétendant que ce sont des combattants de Hamas, alors que ce sont des civils démunis complètement qu'ils ont ramassés. Alors là, des exactions qui sont menées contre les gens qui travaillent, qui vont travailler d'ailleurs, et dans partout, des humiliations contre les étudiants, c'est assez incroyable. Et je veux dire, ça a touché le monde, effectivement. Et ça, heureusement qu'il y a des moyens comment dire, des moyens d'information maintenant, par les réseaux sociaux et par d'autres voies où on arrive à filmer, on arrive à voir des vidéos directes du terrain. Donc maintenant, il y a eu quand même un grand mouvement international de solidarité et de solidarité avec les Palestiniens, mais pas que, mais aussi ce même mouvement qui condamne les pratiques israéliennes, qui condamne Israël et qui la pousse à être effectivement, qui la pousse dans le coin, quoi, parce que avant on occultait toutes ces pratiques, et ben maintenant, heureusement, on n'a plus tellement le moyen d'occulter complètement. Il y a des choses qui fusent et qui sont connues et qui finissent par être connues par tout le monde. Bon, donc, je peux dire quand même, le point le plus important, le plus marquant, c'est aussi toute cette soi-disant solidarité avec Israël contre l'antisémitisme, etc. Maintenant, ça ne joue plus. Pour beaucoup de peuples, pour beaucoup de gens dans le monde, maintenant, on voit que Israël est un pays, est un gouvernement, est un pays fasciste, hein, qui ne respecte absolument aucune règle, qui ne respecte même pas les peuples ni les règles internationales. Il ne Donc de respecte pas là, l'ONU et effectivement, ça me fait la transition parfaite pour le dernier point que je voulais oui, mentionner. et donc C'est le je fait que voulais, l'ONU se soit plaint qu'un de ses convois humanitaires se soit fait tirer mais oui, dessus par Tsahal, par l'armée israélienne. Donc voilà, là c'est il même plus s'attaque terrible. effectivement. Il s'attaque effectivement à tous les convois humanitaires. Il s'attaque à toutes les règles internationales de tout. Il s'attaque aux hôpitaux.
Ils ont fait sortir des blessés de l'hôpital Al-Shifa à pieds nus en les menaçant. Ils demandent aux gens de quitter le nord pour aller vers le sud et ils les visent et ils les bombardent. Et après, ils leur disent, venez vers le sud, vous serez en sécurité. Et ben voilà qu'ils les bombardent aussi dans le sud. Et c'est absolument incroyable, tous ces crimes. Ajoutés aux crimes aussi, là, par rapport aux détenus palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes, aussi, ils les tabassent de plus en plus. La violence a augmenté depuis le Ouais. 7 octobre J'ai- contre les Excuse-moi, Essar, de détenus te couper, mais palestiniens. Mm. excuse-moi de te couper, j'ai encore en tête les images d'un détenu palestinien qui a été libéré très récemment. Il est Ouais. méconnaissable, c'est-à-dire que ça fait vraiment penser aux photos d'Auschwitz, quoi. Mais Ah oui, vraiment, mais en plus, c'est vraiment là, ça. hier, il y a la septième personne qui est morte sous la torture Mm, de mm. la prison israélienne hier. Donc, il continue donc à s'attaquer de plus belle donc contre les détenus qui sont de toute façon non seulement pieds et poings liés et ils sont c'est vraiment une armée et un gouvernement qui trouve sa force face aux gens isolés en fait, c'est ça, en faisant des crimes face aux gens isolés. Alors ça, et effectivement, là, je vois qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes au sein de cet État qui refusent effectivement donc de reprendre, qui refusent Le service militaire. qui refusent le service militaire, qui refusent de reprendre, parce que eux, ils sont tous des réservistes, hein, en fait. Les Israéliens, ils sont tous des réservistes. Et là, hier, ce que j'ai entendu, c'est une fille qui va avoir 18 ans, qui a 18 ans maintenant, qui devrait donc être rejoindre l'armée parce elle a eu des entraînements, etc. Et qui dit que effectivement, je refuse, mais il est important, je refuse de servir dans une armée qui commet toutes ces exactions et L'armée d'apartheid, qui sait tu avais une dit. armée effectivement une armée qui défend un État d'apartheid et pas de droit. Donc, moi, je refuse. Alors, effectivement, la personne qui l'interviewait lui disait, mais tu as d'autres moyens ici de refuser le service, etc. Et elle disait, effectivement, non, moi, je préfère élever la voix, quitte à faire de la prison, mais c'est important que ce mouvement gagne dans la population des jeunes, etc. Et donc, on sait qu'il y a ce mouvement. On sait qu'il y a le mouvement aussi euh, des, des otages, en fait, tous les parents des otages qui sont aussi contre le gouvernement parce qu'il a tué, il faut savoir quand même qu'ils ont tué leurs propres citoyens. Oui, il y a eu cette Euh, histoire où les otages sont sortis avec des drapeaux blancs et ils sont fait tuer par des soldats israéliens. Voilà, tout Effectivement. à fait, tout à fait. Donc, ils ont été tués par les Israéliens. Toute façon, en plus, les otages qui sont sortis, ils ont fait des témoignages très positifs. Ils ont été interdits de passer sur les médias. Et en fait, là, on passe sur les médias des témoignages, des faux témoignages de gens qui disent on a subi des exactions, on a été violés, on a été torturés, etc. Alors qu'ils sont en pleine forme, etc. Il faut pouvoir les croire quand Mm, même, mm. des gens torturés comme ça. Donc, tout ceci fait que le discrédit total mondiale, en fait, d'une part contre l'État d'Israël, quand même, d'une part, ça c'est important, et que même les pays qui persistent à soutenir l'État d'Israël, comme les pays de l'OTAN, comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, etc., ils perdent aussi du crédit vis-à-vis de leur peuple, qui voit que de toute façon, on est en train de soutenir un État d'apartheid, un État de raciste, fasciste, qui s'attaque en fait aux gens isolés, qui fait sa gloire en tuant des femmes et des enfants
et des vieillards, en détruisant les maisons, en détruisant les hôpitaux et les lieux de culte et les écoles. Donc, y compris les écoles de l'ONU, hein, de l'OCHA et puis de l'ONU, qui sont montées et créées par l'ONU. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est sûr aussi que tout ça, ça va peser dans le dossier qui a été déposé au auprès de la CPI tribunal. et la C'est CJI. la Pardon. CGI, voilà, au tribunal de la Cour de justice internationale qui va traiter la question le 11 janvier, là. Et donc tout ça, le dossier est gros et grand et l'accumulation des faits contre cet État fasciste est importante en fait, hein. Mhm. Voilà. Alors, il me reste à clore ce site rep, déjà en te remerciant, Aïssar Milani, pour toutes les informations que tu nous as apportées, toutes tes analyses, et en souhaitant une année 2024 pleine de justice pour tous les peuples, parce que la vérité, malheureusement, on la connaît déjà, hein, sur ce qui se passe en Palestine et ailleurs. Ce qui nous manque, c'est la justice. Et donc, on salue tous ceux qui se battent pour plus de justice, que ce soit dans les tribunaux ou ailleurs. Y compris, puisque l'ONU le dit, hein, même l'ONU le dit, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont dépossédés de leurs terres, ont le droit de lutter, y compris par les armes, pour se défendre. Voilà, et Absolument. c'est absolument le cas des Palestiniens, donc on rappelle. Donc, on vous souhaite une année de lutte pour la justice et une bonne année de résultats pour la justice aussi dans le monde, d'une part, et puis pour la liberté des peuples, d'autre part, et puis et puis la lutte contre l'hégémonisme des Américains et des pays de l'OTAN soit plus fructueuse et plus opérationnelle, et puis en fait que tous ces pays reviennent à la raison à défaut de changer. Voilà. Et alors, puisque tu as mentionné l'accusation qui utilisait de manière très abusive l'accusation d'antisémitisme, je vais me permettre de mettre en lien sous cette vidéo une vidéo humoristique que j'ai reçue récemment, qui vient de sortir presque pour la nouvelle année, justement qui parle de ça et qui se moque de cette accusation indue d'antisémitisme. Elle est très drôle, c'est fait avec des dessins un peu là au South Park, pour ceux qui connaissent le dessin animé, la référence américaine. Et c'est une musique assez entraînante, assez jeune, un peu hip-hop. Et voilà, c'est très drôle, ça fait référence à Dieudonné, à plein de choses que la plupart des internautes qui nous suivent connaissent. Et je pense que ça les fera rire. On en a besoin en ce moment de pouvoir rire parfois. Merci beaucoup à vous, Merci. merci beaucoup Raphaël, et puis passez une bonne année. Et adressez-nous vos questions si vous avez besoin de plus de détails, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et plein de succès, plein de victoires à tous les peuples épris de liberté et de justice. À bientôt. Bientôt.